Bonjour bande d'archéologistes et bienvenue dans cette vidéo interview. Oui, parce que je vous avais promis de faire des contenus un petit peu plus classiques depuis Didier Guizerix, voilà qui est fait. Mais j'ai un certain nombre d'interviews dans ma besace et vous allez voir bien plus tard des interviews pas piquées des verres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur qui est un tout petit peu moins connu que Didier, Pierre ou Jean-Marie, que nous avons vu précédemment sur la chaîne, mais qui mérite vraiment d'être entendu sur son expérience du jeu de rôle, puisque c'est Jean-Marc, qui est le fondateur, avec certains de ses collègues, des éditions Oriflamme. Et les éditions Oriflamme, c'est pas n'importe quoi, messieurs, dames, puisque c'est la boîte française qui a traduit toute la gamme Chaosium, à l'exception, vous verrez, d'un jeu de rôle plutôt célèbre, mais pour le reste, c'est eux qui ont assuré les traductions et qui ont apporté beaucoup de joie et de bonheur aux rôlistes dans les années 80. Donc voilà, encore une fois, nous allons découvrir des éléments du jeu de rôle peut-être que vous ne savez pas ou que vous avez besoin de découvrir. Moi, j'étais très heureux de le rencontrer, je le remercie encore pour cette interview. Et puis, puisque vous avez tous hâte de voir ce que ça donne, je vous dirais... parti. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Ancestral Geek. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Je suis donc Jean-Marc Denchevski, je vis maintenant en Normandie, j'ai 68 ans, j'ai grandi pratiquement toute ma vie à Metz, et c'est là où j'ai eu toutes mes expériences du jeu de rôle qui va nous réunir maintenant. Et donc, tu es un des fondateurs d'Oriflamme, et notamment après avoir tenu le magasin Excalibur. C'est ça, on a monté le magasin Excalibur en 83, parce qu'il n'y avait vraiment rien sur Metz. On était obligé de se débrouiller comme on pouvait. Ceux qui parlaient anglais arrivaient à se débrouiller avec les États-Unis ou l'Angleterre. Ceux qui, comme moi, devaient aller chercher ça sur Paris, à l'œuf cube, entre autres, le grand œuf cube de l'époque. Mais il y avait une vraie demande, et on sentait qu'il commençait à y avoir une vraie demande sur le marché. Donc on a décidé d'ouvrir le magasin, qui était moitié librairie, science-fiction fantastique, et moitié jeux de rôle, et wargame, et jeux de plateau. Les jeux de plateau qui n'ont pas du tout le succès qu'ils ont aujourd'hui. À l'époque, c'était 3 ou 4 jeux qui se battaient en duel sur l'étagère. La plus grosse partie, c'était peut-être encore le wargame, à l'époque. Voilà. Donc, la légende dit qu'il y avait un autre magasin à Nancy, qui s'appelait Excalibur également. Tout à fait. C'était un hasard que les deux s'appellent Excalibur ou Non, c'était un client du magasin qui a eu envie de monter un magasin Excalibur à Nancy. Lui, il travaillait sur Nancy à l'époque, et donc il connaissait, il voyait bien qu'il y avait le même genre de demande que nous, on avait eu à Metz, et donc il a monté son magasin sur Nancy. Et on a dû travailler à peu près en tant que magasin 2 ans, avant de passer à la suite des aventures. Des aventures qui a été la fondation des éditions Oriflamme. Tout à fait, tout à fait. Et Oriflamme, alors là, Oriflamme vient surtout d'un premier jeu, Stormbringer. C'est ce qui a fait qu'on a créé Oriflamme. Tout est parti de Stormbringer. Stormbringer est une petite anecdote, c'est un joueur de Nancy, Eric Simon, qui était un très gros joueur de Stormbringer. Il avait fait carrément créer son noyau de joueurs sur Nancy, et puis il nous poussait toujours à choisir ce jeu, à éditer ce jeu. En plus de ça,
Chaosium avait une immense cote en France grâce à l'appel de Cthulhu, donc on était vraiment dans la vague Chaosium quelque part. Et en plus de ça, nous étions des joueurs de RuneQuest, donc du système Chaosium, etc. On était vraiment des accros au système Chaosium. Donc au final, Oriflamme, les années qui suivirent, se transforma en le principal éditeur, le principal traducteur des éditions Chaosium en France. Tout à fait. Tout à fait, puisqu'on a édité dans un premier temps Stormbringer, on a édité après RuneQuest, ça a été le deuxième, avant Hawkmoon. RuneQuest, l'anecdote, c'est qu'on appelle Avalon aux États-Unis. Avalon nous dit oh ben oui, mais on va sûrement signer avec Gallimard. Et Gallimard avait une mauvaise image à l'époque, semblant de rien, malgré les livres dont vous êtes le héros. Mais ils avaient fait des jeux dont les traductions étaient très mauvaises. Ils avaient sorti Talisman, le jeu de plateau de Games Workshop, et il y avait des erreurs, mais ce qui en fait que le jeu était injouable. Ils ont édité la première version de Pendragon, c'est pareil, elle était bourrée d'erreurs, ce qui fait que le jeu était injouable. Et dans la grande boîte en plastique que tu dois connaître, hein, comme il y avait eu l'œil noir, voilà, et il y avait énormément d'erreurs dedans. Et donc nous, quand on sait ça, on dit à Valonil, attendez, on a pris l'avion, on est monté aux États-Unis et on a signé RuneQuest là-bas, avec l'aval de Craig Stafford, qui était très satisfait du travail qu'on faisait sur ces jeux. Et donc il a poussé à Valonil à nous donner les droits à nous. Encore un peu, ça aurait été Gallimard qui éditait RuneQuest. Alors ça explique peut-être pourquoi il y avait autant d'erreurs dans les livres dont vous êtes le héros. C'est possible. C'est possible. Alors là, moi, j'étais pas suffisamment bon en anglais pour repérer les erreurs, etc. Mais de temps en temps, je voyais que des fois, il y avait des erreurs de paragraphes, des machins comme ça, qui étaient gênants pour la suite du bouquin. Mais je pense que oui, qu'ils n'avaient pas une très très bonne équipe de traducteurs. Mais l'horreur, ça a été vraiment Talisman. Tout le cercle central était injouable. Si on n'avait pas joué à la version anglaise, on ne pouvait pas jouer à la version française. C'était impossible. Ah bah, je vérifierai sur ma version, du coup, je ne savais pas. Ouais. Donc, tu as parlé de Greg, une grande légende du jeu de rôle aux États-Unis. Oui, un homme génial. C'est une grande histoire d'amour entre Oriflamme et lui. Ouais. Un homme génial. On l'a invité, la première fois, c'était pour le salon de la maquette à Paris. Il a dormi chez nous, après il est revenu chez nous une fois, il est revenu une deuxième fois chez nous, c'était vraiment... Et puis lui, sa vie, c'est RuneQuest. Sa vie, c'est vraiment... C'est RuneQuest. Le monde de Gloranta est un des mondes les plus extraordinaires qui existent. Je pense pas, à part peut-être JRTM, le Seigneur des Anneaux, mais qui s'inspire complètement de l'univers de Tolkien, tandis que Craig Stafford est une création, du moins RuneQuest de Craig Stafford, est une création à 100%. Et pour la petite anecdote, il était mourant, et à l'hôpital, il y a une femme qui est venue, et qui lui a dit « Tu vas vivre, tu vas faire comprendre aux gens que le monde des esprits existe ». Et il s'est réveillé, et il a repris vie, et c'est là qu'il a sorti RuneQuest, avec tout le monde des esprits qui est exceptionnel. Après, le système de jeu, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Mais le monde, il est exceptionnel. Alors, le système de jeu, c'est Chaosium. C'est Chaosium, mais en un peu plus complexe quand même. Moi, personnellement, je préférais la version qu'on n'a pas traduite, mais on n'avait pas le droit, c'est-à-dire RuneQuest 2, parce que nous, avec Avalon Hill et Oriflamme, on a traduit RuneQuest 3. Et le système était un peu lourd. Franchement, moi je suis pour les jeux qui sont faciles. Le système de Stormbringer, pour moi, m'allait à merveille. Et donc, du coup, nous, on continue à jouer à RuneQuest 2 alors qu'on éditait RuneQuest 3.
Alors ça, c'est un des grands effets du jeu de rôle, c'est qu'avec un livre de base, on peut jouer 40 ans. Donc dès qu'on a une version d'un jeu qui nous plaît, on a tendance à rester dessus. Ouais. Moi, je joue toujours à Donjon 3, par exemple. Ben voilà, ouais. Nous, moi, bon, je joue plus du tout à Donjon, mais on était resté à Donjon 2 toute notre vie de joueur. Tant que j'étais à Metz et tout, c'était Donjon 2 encore. Hein. Greg est venu même est venu sur votre stand. Il a tenu le stand avec nous. Oui. Il a tenu le stand avec nous. Il a dédicacé des tonnes de bouquins, etc., etc. Ouais. C'était quelle convention? C'était en 88? J'ai l'impression que c'était 88, mais là ça commence un peu à remonter. Et comme j'ai pas pris de notes sur tout ça, mais comme on a édité Stormbringer en 87. J'ai l'impression que c'est 88. J'ai l'impression. Maximum 89 en tout cas. C'est 88 ou 89, mais pas plus tard. Ouais. Donc voilà, vous commencez par éditer Stormbringer, puis RunQuest, puis Hawkmoon. On fait déjà l'écran de Stormbringer qui n'existait pas. C'était une création à nous. Et puis après les suppléments. Après, comme tu disais, RunQuest et puis Hawkmoon. Il se passait un truc incroyable avec les illustrations qui ont été utilisées. Parce que très tôt, Oriflamme a imposé un peu les illustrations, des illustrations dans les ouvrages. C'était, pour moi, un jeu de rôle, il repose beaucoup sur l'imaginaire, mais il faut également des supports quand même. Et les jeux américains étaient catastrophiques. Mais il ne faut pas être un anti-Donjons et Dragons pour dire que c'était très moche à l'époque. Les illustrations de D&D, c'était terrible. Et donc nous, on a dit, non, il veut quelque chose où qui permette aux joueurs de se retrouver dedans, etc., etc. Et donc, on a fait appel à des illustrateurs français qui ont illustré nos bouquins. Alors, un spécialement Alain Gassner pour tout ce qui était noir et blanc, et puis un qui a vraiment donné une image de collection, c'était Hubert de Lartigue, qui nous a fait toutes les illustrations couleurs. C'est lui qui a fait également la charte graphique de RunQuest. C'est lui qui a refait les textes Hawkmoon, Stormbringer, etc. C'est lui qui les a refaits dans les versions françaises. Et donc, Hubert de Lartigue est devenu un très très grand illustrateur de hyper-réalisme aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait à notre époque, mais aujourd'hui c'est un très 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 grand illustrateur en hyper-réalisme. Faut avouer qu'un des premiers chocs graphiques que j'ai eu dans le jeu de rôle, c'est le paravent de Stormbringer. Ah oui. Qui est magnifique. Ah oui, à l'époque c'était le plus beau et qui est resté longtemps le plus beau. Et même nous, on n'a pas réussi à faire forcément mieux. Parce qu'il y a eu deux versions du paravent de Stormbringer. Il y a la première et la deuxième. Et les deux étaient très 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 jolis. Mais moi, mon préféré de tous, c'est celui d'Hawkmoon. Avec les grands bretons qui sont sur la colline et qui voient la vallée en flammes en bas. Celui-là, je le trouve encore aujourd'hui génial. Assez incroyable. Et il y a une anecdote, du coup, ces illustrations étaient tellement bien qu'il paraît que les Américains sont même venus vous les... Ah oui, tout à fait, j'allais oublier, mais il y a eu énormément d'illustrations qui ont été reprises dans les versions américaines. Parce que c'était... Comme les Américains n'avaient pas cette habitude de faire des belles illustrations, de choisir des belles illustrations, ils ne savaient pas où les trouver, au plus simple, ils sont venus chez nous les prendre, et ce qui fait que des petits illustrateurs sont diffusés aux États-Unis. Les illustrateurs français sont pas petits, je trouve. Moi. Non, aujourd'hui, non. Mais à l'époque, c'était Alain Gassner et Policier. C'est pas du tout un illustrateur. Il y en a plusieurs qui ont complètement disparu, qui ont fait quelques dessins et qui sont repartis sur autre chose après. D'accord. Donc voilà, Oriflamme continue à développer essentiellement les jeux Chaosium, mais pas que.
Il y a eu d'autres jeux qui ont été édités On a... Ah bah, après Hawkmoon, je pense que c'est Multimonde. Multimonde, l'époque sombre d'Oriflamme, on va dire. Un jeu qui mornait, un mauvais jeu, un mauvais choix. Qui vraiment... Parce que à l'époque, il n'y avait pas le Kickstarter comme ça existe aujourd'hui, où on pouvait autofinancer les jeux. Nous, c'était nous qui payons tout, qui payons d'avance. Donc, si le jeu était tiré à 5000 exemplaires, on payait cash 5000 exemplaires du jeu. Et après, ben, il se rentabilisait. Alors, Stormbringer, RuneQuest, Hawkmoon ont été des gros succès, vraiment des gros succès. Et Multimonde a été une catastrophe. C'était édité à combien d'exemplaires, Multimonde? 5000 aussi. On tirait... Pour que le produit soit rentable, qu'on arrive à avoir un prix de revient assez intéressant, il fallait tirer à 5000 exemplaires. Et vous en avez vendu combien? Je sais plus. Mais bien au début, parce que Multimonde a vécu sur le nom d'Oriflamme, parce qu'on avait vraiment une très belle image. Et mais je ne veux pas dire de bêtises, honnêtement, je pense. Bah, pas beaucoup. 1500 maximum. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'après, il y avait le réassort. Des réassorts, je me rappellerai toujours dans l'anecdote, la boutique des cartes rue des Écoles à la sortie de Stormbringer me prend 100 Stormbringer, parce que je connaissais bien Nicole qui tenait la boutique à l'époque. Sans Stormbringer, nous, on était très contents. Hein, vraiment très contents. L'œuf cube en prend 20. La déception, etc. Stormbringer est vendu. Le jour même, l'œuf cube nous rappelle pour nous en reprendre 20. Une heure après, nous rappelle pour nous en reprendre 20, alors qu'il ne les avait pas encore reçus. Et puis ça, on s'est dit, bon, bah, c'est bon. J'ai fait une vidéo sur Stormbringer. C'est un jeu que j'ai adoré et que j'adore toujours, mais qui a vraiment très mal vieilli, je trouve, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, personnellement, j'ai jamais vraiment beaucoup joué à Stormbringer. Moi, c'était vraiment RuneQuest 2. C'était notre fonds de commerce, c'était RuneQuest 2, et dans un style radicalement différent, c'était Traveler. Donc, vraiment. Et donc, on a beaucoup joué à ça, jusqu'à ce qu'il y ait Pendragon. Alors là, pour moi, Pendragon, c'est le plus grand jeu que j'ai... Après, il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Mais moi, personnellement, c'est la plus grande claque que j'ai jamais pris de ma vie. Un système qui était adapté à merveille pour l'univers dans lequel les aventuriers allaient évoluer, etc. Mais c'était exceptionnel. Des petites idées toutes simples, mais c'était génial. Et donc, Pendragon, quand Pendragon est sorti, là, on n'a quasiment plus joué qu'à ça. Mais Stormbringer, moi, j'étais pas un grand... J'ai adoré l'idée, j'ai adoré le monde d'Elric. C'est un monde qui est vraiment sympa. Et puis qui est un monde qui est totalement à l'opposé de ce qui se fait. D'habitude, c'était les Conan, les barbares, les grands costauds. Là, c'est le petit maigre qui est foutu à la porte de son royaume. C'est vraiment tout le contraire de ce qu'on connaissait à l'époque. À l'époque, c'est un grand succès, puisque la fantasy n'est pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Donc, bah, à l'époque, si on voulait de la fantasy, bah, essentiellement, il y avait Tolkien et puis les cycles de Northrop. Et Conan. Et Conan, bien sûr, qui est 1930 quand même. Ouais, c'est mieux. C'est le premier, hein, même. Hein. Mais effectivement, il n'y avait pas beaucoup de fantasy, donc du coup, c'est forcément un succès. C'était forcément connu. Quand le jeu est sorti, il y a eu vraiment un succès de base. Mais à l'usage, j'ai eu la sensation que le monde était vraiment fait pour s'écrouler derrière Elric. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est ça. Mais l'idée était bonne, la loi, le chaos, ça permettait aux joueurs de trouver des alternatives. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce jeu n'aurait peut-être pas eu le même succès, parce qu'à l'époque, en médiéval fantastique, il y avait Donjons et Dragons, quasiment. On a peut-être des petits essais à gauche, à droite. Il y avait le jeu de chez Jeux Actuels, l'Ultime Épreuve, qui était vraiment un jeu débutant. Aux États-Unis, il y avait des jeux mais extrêmement compliqués, style chevalerie et sorcerie, donc des jeux, voilà, les jeux de chez
comment ça s'appelait? Fantasy Game, un nom comme ça, FGU, je crois. Et, ils étaient réputés pour des très bons jeux, des gens adorables, géniaux, passionnés, mais des jeux d'une complexité, mais terrible. Beaucoup trop... Et donc, au final, Stormbringer avait son créneau. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, à part jouer dans le monde d'Elric, il n'y avait pas vraiment en gardant, parce qu'il y en a eu depuis, il y a eu Moonblade... C'est ça, moi je ne parle vraiment que de la première édition de Stormbringer. Celle qui a été... Aujourd'hui, elle aurait du mal à survivre, je pense. Oui. Bon, après, j'ai un différend avec Ken Saint-André, moi, les gens de ma chaîne le savent. Je sais pas si tu l'as connu. Non, je connais de nom. Mais voilà, je trouve qu'il a eu beaucoup de mots un peu forts sur le monde du jeu de rôle et pas beaucoup d'actes palpables. Voilà. Et notamment sur Stormbringer, je trouve que c'était un peu léger. Sur certains points, notamment, le monde était peu développé. Alors c'est vrai. C'est vrai. Clairement. Hein, que dans les dernières éditions, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est la première fois que je peux interviewer quelqu'un qui était du côté de l'édition, et ça m'intéresse beaucoup, parce que une des questions qui revient souvent, c'est sur la quantité de jeux de rôle. Donc, tu nous as dit 5000 exemplaires. Un jeu qui marchait vraiment très bien, c'était combien d'exemplaires vendus? Nous, on a réussi à... Stormbringer, je pense qu'on a dû faire plus de 10 000 exemplaires en un an. Ça, c'était un vrai succès. C'était un vrai succès tous les jours. Il y avait des envois de colis, etc. Et puis le jeu de rôle, par rapport au Monopoly, c'est le jeu de rôle, tu vendais 10 Stormbringer, tu savais que tu allais vendre 3 écrans, tu allais vendre 3 octogones du chaos, tu allais vendre 3 machins, tu allais vendre 3 trucs, etc. Donc, dans cette petite niche, un jeu de rôle, quand il marchait bien, emmenait un chiffre d'affaires non négligeable derrière. Hein. C'est une question que j'ai eue avec Didier Guizeric, justement, que je pose à tout le monde cette question, elle me semble super intéressante. Est-ce que d'après toi, c'est parce qu'un jeu était très bon qu'il a eu plein de scénarios qui ont été édités après, ou est-ce que parce qu'un jeu était accompagné de plein de scénarios, il avait du succès? Il y a les deux. Je ne vais pas faire une réponse au Normand, même si on est ici, mais il y a les deux. Clairement, si un jeu n'est pas soutenu par une gamme derrière, il va s'effondrer, même si le jeu est bon. Mais au bout d'un moment, il n'y a rien. Les joueurs, ils viennent au magasin. Il y a un supplément pour son Stormbringer. Ah non, il n'y a rien. Vous savez si... Non, on ne sait pas. Et le jeu va lentement mourir comme ça. Donc il faut qu'il y ait quand même une gamme. Mais en même temps, si le jeu est mauvais, tu as beau avoir 5-6 suppléments derrière, les gens disent, qu'est-ce que c'est nul. Et puis à la limite, les suppléments sont peut-être bons, mais ils vont les reprendre pour les adapter, les faire jouer ailleurs. Donc si toi, en tant qu'éditeur, tu vends quand même les suppléments, c'est toujours ça de prix. Mais clairement, un jeu, c'est une alchimie des deux. C'est un succès, c'est jamais... Tu l'expliques jamais. Un échec, oui. Je peux t'expliquer. D'après toi, qu'est-ce qui mène un jeu de rôle à l'échec? Moi, je n'ai connu vraiment qu'un. C'était Multimonde. Les illustrations sont à chier. Le système de jeu était nul. Les personnages... pour moi, il n'y avait rien dedans. Alors, j'en fais vraiment un rejet qui en est presque pathologique. Mais non, vraiment... nous, on ne voulait pas l'éditer. On était deux associés sur 3 qui ne voulions pas l'éditer. En tout cas, pas dans la formule que cette équipe-là voulait nous imposer. Il y avait une idée qui était très bonne dedans. L'idée de la disquette pour tirer les personnages. C'est génial. Il faut se remettre à ça dans l'époque. Tu t'avais ton jeu, toc, tu mettais ta disquette, tu créais ton personnage. Ça, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Ça nous a coûté la peau des fesses. Mais c'était génial. À côté de ça, il y avait rien de bon dedans. Mais ils étaient tellement intransigeants qu'on ne pouvait rien modifier. On ne pouvait pas dire les persos, ils font pas trop science-fiction, ils font un peu 19e siècle, des machins. On ne pouvait... Voilà. C'était un peu notre métier quand même d'éditer, donc on savait un minimum...
Et du coup, il s'est vendu à peu d'exemplaires, celui-ci. Mais comme tu disais, avec la réputation d'Oriflamme, il a un petit peu tourné. Alors, il n'est pas fréquent à trouver. Moi, j'en ai un. Non. J'en ai un. Ouais, Je suis assez en attraper, hein. Tu cherches de temps en temps, je me dis, tiens, je vais regarder. Parce que peut-être, je me dis, peut-être maintenant que le traumatisme étant passé, j'y retrouverai peut-être des points positifs dedans. Je l'ai relu. Or, à part qu'on n'arrive pas à se projeter dans l'univers parce qu'il n'y a pas d'illustration, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'univers lui-même, qui aurait pu aller plus loin. Donc voilà, donc ça c'est une de mes théories aussi. Pour moi, un jeu de rôle, même s'il est bon, s'il est trop mal illustré, on n'y arrive pas. Est-ce que tu me rejoins là-dessus là? Ah ben complètement. Complètement. Quand j'ai commencé à être sur Facebook, et puis rapidement, mais Jean-Marc Neschevski, mais c'est pas Oriflamme, machin. Je dis, bah si. Et puis ça a commencé, les mecs qui disaient, oh là là, le démon du désir de Stormbringer, j'avais 16 ans, encore aujourd'hui, je m'en rappelle. Parce que c'est vrai, on avait illustré tous les démons, les élémentaires, etc. Il y en a un qui met « Oh, le démon du désir, j'avais 16 ans, je m'en rappelle encore. » Et il y a eu tout de suite une quinzaine de « Ah ouais, moi aussi !» Oui, alors c'était moins censuré qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. En plus... Parce que je vois... Alors, est-ce que... Oui, parce qu'après, il y a toute cette histoire, en plus de ça, aujourd'hui, ce qui est, attention, tout à fait normal, mais le respect de la femme, machin, etc., pas d'utilisation de ci, de ça, etc. Donc c'est vrai. Mais bon, c'était une autre époque, ça, à ce niveau-là. Alors, effectivement, sur Stormbringer, il y a très discutable sur des représentations féminines. Après, sur la totalité des productions de jeux de rôle, j'ai pas eu cette impression... Non. Qu'il y ait eu tant de sexisme que ça. Non. En tout cas, pas au niveau des règles, parce que c'était toujours choisissez votre genre tel que vous l'entendez, et ça n'a pas de conséquences sur les... Moi, j'ai trouvé vraiment disproportionné les histoires qu'il y a eu là dernièrement pour les demi-orques, les machins, les trucs, etc. Franchement, tu veux jouer une femme, tu joues une femme, tu veux jouer un demi-orque, tu joues un demi-orque. Alors oui, la race des orques est une race inférieure, machin, puis forcément un orque il est méchant. Mais non, c'est pas vrai, si tu joues un demi-orque et que tu es dans le groupe d'aventuriers, ils vont bien te supporter, donc tu peux pas être que complètement... Ou alors c'est un groupe tout méchant. Donc ce qui est pas mieux, jouer un Lawful Evil, dans Jeux et Dragons, c'est pas mieux. Non, c'est une horreur, on n'y arrive jamais parce qu'on finit toujours par avoir des remords. Et c'est bien, ça montre... Oui, heureusement. Ouais, alors, tout dépend. Il y a certains joueurs qui n'avaient pas de remords. Et là, on était un peu dans les... Là, il y a de la gêne. Hein. Ouais. Là, il y a... C'est un bon détecteur de personnes un peu psychopathes. en vrai, j'ai l'impression... Enfin, nous, ça nous surprend. Je vais pas dire choc, parce que ça va vraiment pas du tout avec ce que je veux dire. Ça nous surprend que des gens réagissent si fortement sur les jeux de rôle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux joueurs sont très près des règles. Et ils lisent vraiment le livre comme étant ils appellent ça une bible de jeux de rôle maintenant, en plus un livre de base. Eux, c'était la bible. On avait tendance, nous, à très facilement prendre le large par rapport au jeu et à aménager comme on l'entendait, alors qu'aujourd'hui, ils veulent que ce soit écrit. Donc je peux comprendre qu'ils ont envie qu'on leur dise, mais un demi-orque, c'est pas forcément méchant. Puisque moi, j'ai envie d'en jouer un gentil. Je peux comprendre ça, effectivement. Mais c'est plus une question de rédactionnel. Oui, et puis moi, j'ai entendu ça dernièrement, là, avec mon copain qui a travaillé un petit peu chez nous à Oriflamme, là. Il y a les X, maintenant. J'ai jamais entendu parler de ça. Où les gars ne sont pas d'accord de la manière dont évolue un scénario. Oui. Et ils ont un petit carton X. Ils disent non, moi je suis pas d'accord. Je veux pas accepter qu'une femme machin aussi ou ça. Alors ça c'est... Et qu'il y a un vrai problème. Il était à Octogone. Et il disait, il se rendait compte de ça. Alors pareil, ça existe beaucoup dans ce qu'on voit. Alors c'est un peu normal, parce que par exemple, on a de l'Actual Play qui va montrer des gens qui font des jeux, donc il s'est présenté à un grand public, donc il faut gérer ça. Là c'est vrai, là attention, là c'est autre chose. Hein, oui. Ensuite, il y a beaucoup de parties qui se font maintenant en ligne, sur Discord, etc. Ouais. On rencontre des gens 2 heures avant, on fait une partie avec eux, on n'a pas forcément les mêmes façons de jouer.
Mais nous, ça nous arrivait pas, tout simplement Mais parce non. qu'on se connaissait les uns les autres. Voilà, c'est ça. On savait, on en discutait avant. C'est-à-dire que quand on disait, ah, les gars, je vais vous faire un truc vachement horreur, il y en a qui disaient, ah, pas moi, parce que moi, j'aime pas trop ça, et puis on faisait une partie et pas le même groupe. Mais ça peut se comprendre dans le sens où les parties sont beaucoup plus courtes, il y a moins de campagne, Oui. ça tourne plus... Puis du coup, c'est vrai, le jeu de rôle sur Internet, pour moi, même pas j'y pense, tu vois. Bon, moi, j'aime bien autour d'une table avec des chips, mais, Mais non, mais c'est ça. mais je suis plus tout jeune. Tout est là, hein. Mais moi, je peux comprendre ça dans le sens où, effectivement, on a besoin de rapidement se dire qu'il y a quelque chose qui nous dérange et qu'on n'a pas eu le temps de le voir avant. Mais je trouve que c'est un peu mise en scène. Dans mes parties à moi, c'est quelque chose qui le dérange. Attends, moi, ça me dérange. Ok. Mais ça arrive jamais, tout simplement, parce qu'on n'est pas au genre. Non, puis mais ce que tu dis, c'est vraiment complètement ça. C'est des gens qui jouent avec des gens qui ne connaissent pas. Donc là, forcément, tout est là. Tout est là pour éviter de tomber sur des psychopathes. Et que toi, t'as pas du tout envie de ça. Tu as envie de jouer petit elfe tranquille, poétique, etc. Et puis tu tombes sur des... Mais à notre époque, ça existait un peu aussi avec quand on caricature le lot les villes. Mais il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas sympas non plus, mais on évitait de jouer avec eux. Tandis que là, si toi tu joues du coup dans une partie informatisée, bah t'es coincé, t'es dedans, et puis tu vois l'autre qui découpe des bébés, et tu dis non, je veux pas de ça. Bon, déjà, moi, je trouve qu'on devrait même pas avoir à parler de ça. Ou alors, il y a des jeux pour ça, culte, etc., effectivement. Oui. Mais si tu joues à culte, d'une certaine façon, t'as déjà passé un contrat avec le MJ pour avoir la frousse un peu et d'être dans l'horreur. Donc, mais effectivement, si tu joues à je sais pas, N'importe quel jeu, donjon ou quoi, non, t'as pas à faire ça, logiquement. Par contre, je trouve que ça peut enlever, si on y va trop fort, ça peut enlever une certaine qualité de narration, parce que nous, on a eu un groupe qui a eu un village brûlé, y compris les femmes et les bébés, ça a été dit, quoi. Et après, le MJ n'avait pas vraiment besoin de nous rappeler pourquoi on faisait ça, quoi. Qu'on chassait les méchants, qu'on voulait absolument les traquer où ils étaient. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on a eu le même cas avec un village qui a eu un raid d'elfes noirs. Alors les elfes noirs, en plus, ça, on revient un peu au wok, mais donc un raid d'elfes noirs, où ça pareil, ça a été terrible dans la description, parce que notre maître de jeu a appuyé très fortement pour nous faire comprendre qu'on avait affaire à vraiment des êtres maléfiques. Bon, en réalité, c'est vrai que c'est une pratique qui existe pour les gens qui en ont besoin. Et c'est très bien que ça existe pour les gens qui en ont besoin. Et effectivement, avec Internet, je trouve que c'est tout à fait... Aujourd'hui, c'est assez justifié. Ça justifie, parce que j'avais pas du tout pensé, mais qu'effectivement, là, tu joues avec des gens, il y a une demi-heure avant, tu savais pas qui c'était. Ça nous arrivait un peu en convention, des fois. Oui, en convention, on montait une table en un quart d'heure, et puis on se rendait compte que MJ, il y avait une ambiance qui nous plaisait pas trop. C'est vrai que peut-être qu'on aurait moins subi certaines choses. Voilà. Ah tiens, à ce propos-là, le jeu de rôle a été très peu féminisé au début. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est à partir de 94 et l'arrivée de Vampire où ça c'est vraiment... Oui, il y a eu un... Comme quoi les nanettes et vampires, une longue histoire d'amour. d'amour. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est quand même bizarre, tu vois. Alors si, non, en vérité, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, là, on a vu vraiment des tables où il y avait presque moitié-moitié. Alors que Donjons et Dragons, on était le club où j'ai joué longtemps. Il devait y avoir une femme, et c'était la frangine d'un joueur. Hein. Et c'était tout. Par contre, l'appel de Cthulhu, ça a tout changé. C'est pas tellement Vampire, c'était avant. C'était l'appel de Cthulhu, clairement. Moi, quand je faisais des démonstrations de l'appel de Cthulhu au début, quand il est sorti, ça m'est même arrivé des fois où il y avait 3 femmes et un mec qui venaient faire une... Dès qu'on fait marcher le cerveau, ouais. Il y a plus de femmes et moins d'hommes. Non, puis c'était les enquêtes et les ambiances. C'est ça, c'était plus des enquêtes, ainsi de suite. Tandis qu'il faut reconnaître que même si on pouvait être... Je pense qu'on était des joueurs quand même un peu évolués, on n'était pas simplement trésor, monstre,
mais on était quand même assez mecs dans nos aventures. Alors, on peut pas dire qu'on n'était pas, il n'y avait pas un petit côté macho dans le jeu de rôle là au début. Faut quand même reconnaître Oui, que non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai très souvent les scénarios et sauver la princesse. On était en plein dedans quand même. Et puis le Donjons et Dragons pendant cette époque-là, on va dire la partie Donjons et Dragons 2e édition, avait quand même beaucoup la réputation d'être le jeu qui restait pour les bourrins un peu là, alors que les autres se diversifiaient. Oui, ah ben c'était un peu vrai. C'était un peu vrai de par Donjons et Dragons, de par les objets magiques, de par le Deities and Demigods, qui était carrément un livre de monstres pour les niveaux 500 et plus. Et donc oui, Donjons et Dragons avait un peu cette image. Alors que tu en faisais ce que tu voulais de Donjons. Tu pouvais en faire des aventures extrêmement sympas. Nous, on a fait des campagnes de Donjons qui étaient extrêmement sympas. Et c'était pas du tout... Si on a fini au 7e ou 8e niveau, c'est le bout de la terre. Parce que gagner un niveau, ça se méritait. Hein. C'était pas au bout d'une aventure que tu avais ton niveau. Mais c'est vrai. Mais à côté de ça, par son système de jeu, etc., les autres, c'était plus novateur. Tu prends l'appel de Cthulhu. La folie, des idées comme ça, des idées de génie comme ça. De James Bond, les points de héros. Qu'est-ce qu'il y avait encore? RuneQuest avec la localisation des coups. Dragon Quest avec son système de 12 collèges de magie différents. Enfin, c'est vrai que Donjons et Dragons vivait sur sa notoriété, son succès précédent, mais il y avait des petits jeux qui étaient bien plus intéressants au final, hein, quand même. Il y a un autre jeu qui a été édité par Oriflamme qui, moi, m'a beaucoup marqué et m'a plu, qui a eu un revival il y a pas longtemps, c'est pas Shadowrun, c'est Cyberpunk. Cyberpunk, oui. Alors, Cyberpunk, oui, oui. C'est pareil, c'était le premier jeu dans un système, un univers, etc., totalement différent. Totalement différent. Il y avait une vague de bouquins cyberpunk, etc. Et puis, cyberpunk permettait quand même une assez grande panoplie de personnages, d'aventures, etc. Oui, clairement, cyberpunk était un très bon jeu. Hein. C'est même celui sur lequel Oriflamme a édité le plus de suppléments? Oui, je pense, ouais. Oui, parce que il y en a eu beaucoup. Là, on a eu la chance d'avoir Talsorian qui a édité beaucoup de suppléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que RuneQuest a eu quasiment que des suppléments américains. La gamme Chaosium était très pauvre en suppléments. C'est pratiquement que des créations françaises, hein, que tu as pu avoir entre les mains. Tu prends d'Hawkmoon, il n'y a que l'île brisée. Tous les autres suppléments Hawkmoon, je te parle d'Hawkmoon parce que ça, j'en suis sûr, que Stormbringer, j'ai un peu plus de doute, mais d'Hawkmoon, tout ce qui est sorti, c'est français, à part l'île brisée. D'accord. Pourtant, ils ont une bonne réputation, les suppléments d'Hawkmoon. Ah, excellent. Et c'est Eric Simon qui en avait la charge. Soit qu'il les écrivait, soit... Et d'ailleurs, ça lui a très bien réussi, puisque maintenant, il a une très grosse place de créateur de monde chez Cryo, chez Kuki, donc il a bien vécu sa reconversion à ce niveau-là. Mais puis Eric faisait des suppléments géniaux. Pour la petite anecdote, je suis dans... il a fait un supplément qui s'appelle La France, je suis dedans, et Patricia, ma femme, est dedans aussi. C'est vrai? Il vous a mis en tant que personnage? Ouais, on est en personnage. Bon, j'irai voir, parce que c'est un très beau supplément, la France. Ah oui. Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est son plus beau supplément qu'il ait réalisé, la France. Vraiment, il était très riche, très bien fait, ingénieux et tout. D'accord. Donc après, Oriflamme a édité tous ces jeux. Alors, vous avez fait aussi des jeux de plateau. Oui. Moi, le seul que j'ai bien connu, c'est Crystal. Ouais. Ça a Dommage, été... il n'a pas eu de succès. Mais je pense qu'on arrivait trop tôt. C'est simplement le fait qu'on soit là trop tôt
C'était pas encore la mode du jeu de plateau. C'était encore l'époque où, quand je le disais au début, un magasin de jeux de société, on va dire, avait 5 jeux de plateau dans sa boutique. Tu avais 25-30 wargames, et puis tout le reste, c'était du jeu de rôle. C'est bien après que le jeu de... Je dirais que c'est la phase après Magic qui a transformé tout ça. Pour moi, c'est pas Magic, c'est Il était une fois et Elixir. C'est 2 petits jeux qui sont sortis. C'est vrai aussi. Mais attention, ils sont arrivés dans la période Magic où les gens ont commencé à jouer aux cartes. Ils disent, oh tiens, un jeu de cartes, ça peut être autre chose que simplement la belote. Et ainsi de suite. Puis on pouvait jouer avec sa famille. Ouais. Donc du coup, ça a ouvert un peu les jeux de plateau au familial, et du coup, ça fait rentrer ces jeux-là à ce moment-là. Puis après, il y a eu un ou deux jeux, les Colons de Catane, qui a été un booster incroyable Tout à fait. de jeux de société. Hein. Les Colons de Catane, les Aventuriers du Rail, tous ces jeux-là. Après, les Aventuriers du Rail, oui. Tout à fait. Ah, oui. Donc ça a été une grosse part, ça, les jeux de plateau Chez Oriflamme, non. Non, hélas, on est mort avant, hein. Mais c'était pas le moment encore. Je crois que c'était trop tôt. Parce qu'il y a eu des très bons jeux. Il y a eu Excalibur, et puis il y a eu le Roi Arthur, je crois, qui étaient 2 traductions de jeux allemands, et qui étaient vraiment très bien tous les deux, dans un style radicalement différent. Je crois... Alors, je sais plus, mais enfin, il y en a un des deux. C'était plus un jeu d'aventure. On avait son personnage, son chevalier, et puis on faisait des quêtes, on évoluait sur la carte de l'Angleterre. Et l'autre était plus un jeu dans le style de fief, etc. Un jeu de gestion d'un royaume, d'un domaine. Mais franchement, les 2 jeux étaient bien, vraiment étaient bien. Mais à part Games Workshop, et même Games Workshop, ces jeux, pourtant, ils avaient des titres très très intéressants en jeu de plateau. C'était pas... Moi, au magasin, j'en avais 2. Alors que j'avais, je vais dire en chiffres, j'avais 200 francs de jeux de société Games Workshop, et je devais avoir 10 000 francs de figurines, pour montrer un peu la... Et la figurine, ça se vendait bien, c'était... Ah bah ça, oui, ça c'était... Ah bah ça, oui, c'était... Je pense à elle toute seule, ça devait bien représenter 30% du chiffre d'affaires du magasin. Je pense, hein, ouais. Ah oui, clairement. En tout cas, du coup, dans les années 90, Oriflamme a essuyé plusieurs échecs, Multimonde, les jeux de plateau. Les jeux de plateau, parce que c'était cher, en plus de ça, à éditer un jeu de plateau. Dans l'absolu, un jeu de rôle, c'est un bouquin. Voilà, bon, ça s'arrête là. Hein. Là, non, le jeu de plateau, il y avait des pions, il y avait des dés, il y avait des fois un thermoformage pour ranger tout dedans, etc. Donc c'était des produits qui pouvaient revenir chers et que tu avais intérêt à vendre. Ou alors, il fallait avoir le temps. Cristal qui pouvait coûter cher, mais si tu mettais un an à le rentabiliser, c'est pas grave si tu as le temps, si tu as la trésorerie. Si tu n'as pas la trésorerie, ben, il te coule. Alors que le jeu est bon. Et donc, qu'est-ce qui a mis fin à Oriflamme, finalement? C'est... Alors, je ne veux pas faire du monomaniaque, mais pour moi, c'est Multimonde. On a eu du mal à se relever de Multimonde. Voilà, c'était un échec financier certain, lourd, très lourd, puisque là, on s'est retrouvé avec les 3/4 du stock invendu. Donc là, oui, donc du coup, plus de finances pour sortir les suppléments, des dettes auprès des fournisseurs, imprimeurs et ainsi de suite. Donc, mais comme quoi, Oriflamme on avait sous le pied, puisqu'en l'espace d'1 an, on a remboursé toutes nos dettes. Et on est reparti avec Cyberpunk, avec Chill, etc. Chill, on n'a pas parlé de Chill. On n'a pas parlé. Parce que moi, je n'étais déjà plus à Oriflamme au moment où Chill est sorti. C'est pour ça. Je suis arrivé, on travaillait dessus, et je suis parti à ce moment-là. D'accord. Il y a eu des différences hein, d'Oriflamme ou... Oui, il y a eu. C'est pour ça que je suis parti. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, il y a eu des différends à ce moment-là.
Ce qui fait que, bon, ben, voilà, ce qui arrive assez fréquemment, hélas, dans des entreprises où il y a plusieurs associés. Hein, Avant qu'on commence l'interview, tu me disais que Oriflamme, c'était l'époque des petits éditeurs, que vous entendiez bien entre les différents éditeurs. Oh, avec... oui. Comment ça se passait avec Cassius, mais pour dire là, chez Descartes, il n'y avait pas de directeur commercial, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait une femme qui faisait un peu tout. Mais elle venait à Metz régulièrement, elle dormait à la maison. C'était une espèce de directrice... ouais, on ne sait pas trop... elle faisait tout. Il y avait un directeur de collection, qui était Henri Balcezac. On n'a pas parlé des frères Balcezac, mais deux personnes qui ont été importantes dans le marché. Je pense que si tu as interviewé Didier Guizérix, il t'a peut-être parlé de Jean Balcezac. Eh ben non. Parle-nous-en. Ah bah oui, ça c'est incroyable quand même. Hein. Donc Henri Balcezac a été le directeur de collection. C'est lui qui a fait goûter le jeu de rôle à Jeux des cartes. Alors comment, ça je pourrais pas dire exactement comment, mais c'est lui qui, parce que Descartes, il y avait jeux et stratégie, il y avait Descartes qui étaient dans le même groupe, donc Descartes, il sortait, mais c'était tous des jeux un peu bizarres, des casse-têtes, des machins comme ça, des jeux d'échecs, mais qui n'étaient pas vraiment un jeu d'échecs, enfin, tous des drôles de jeux, un peu. Comme il n'y avait pas de jeu de plateau à l'époque, il n'y avait que ce type un petit peu de jeu bizarre. Et c'est Henri Balcezac qui a découvert Donjons et Dragons et qui a commencé à parler de Donjons et Dragons, des jeux de stratégie, etc., des wargames à jeux des cartes. Et jeux des cartes, ok, puis ils avaient un réseau de boutiques. Parce que moi, j'étais jeux des cartes, j'étais relais jeux des cartes à Metz. Et donc ils en parlaient, et puis oui, ça serait bien, et puis les boutiques remontaient des informations, etc. Et Henri est devenu donc directeur de collection. Donc c'est lui qui a chapeauté, mais tout ce qui était jeux de société stratégique, j'englobe tout. Les jeux de rôle, les wargames, c'est lui qui a chapeauté ça pendant une bonne dizaine d'années, je pense, facile. Hein. Facile. Et son frangin était un joueur de Metz, un joueur passionné de Metz. C'est lui qui nous faisait jouer à Traveller, d'ailleurs. C'est lui qui a traduit l'Appel de Cthulhu. C'est lui qui a traduit Star Wars. Tous les suppléments, toute la gamme Star Wars, c'est lui qui l'a traduite. Hein. L'Appel de Cthulhu, je sais qu'il a traduit le jeu. Les suppléments, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Mais sur Star Wars, c'est lui qui a fait... Et donc, il y a eu et qui a très fortement collaboré à Casus Belli. Il a bien fait une dizaine d'années aussi à Casus. Puis après, petit à petit, des nouveaux, un peu modifications, Magic qui arrive et tout. Il s'est mis un petit peu en retrait parce il était de Metz, donc c'était plusieurs fois par mois où il montait à Paris et tout. Il en a eu marre. Mais oui, non, mais Jean, si on n'avait pas eu un traducteur comme Jean, je sais pas, on aurait peut-être connu l'échec de Gallimard avec Talisman. Hein. Non, parce qu'il avait vraiment une excellente traduction. Excellente traduction. Alors du coup, comment tu as, toi, découvert le jeu de rôle ? La première fois. Alors, la toute première fois, c'est dans un Métal Hurlant, une revue de BD, je te parle de ça de... Dans laquelle travaillait Pierre Rosenthal. Peut-être bien, mais là, je l'ai pas connu. Mais moi, attention, je te parle d'un Métal Hurlant qui devait dater de 76, 78, un tout premier, où il y avait un petit article de dizaines de lignes et où le gars parlait de Donjons et Dragons. C'était les débuts des Donjons et Dragons aux États-Unis. Et il dit, et aux États-Unis, un nouveau type de jeu arrive où vous jouez des chevaliers qui descendent dans des souterrains. Et j'ai dit, waouh, mais ça doit être génial de jouer à ça. Mais après, ça disparaît. J'en entends plus parler. Une autre fois, dans une revue style Métal Hurlant, parce que j'étais un gros lecteur de ce type de BD de l'époque, je tombe sur une BD typiquement Donjons et Dragons.
où le gars, il vit une vie comme toi et moi, et dans ses rêves, il se retrouve dans un monde de donjons et dragons, à vivre des aventures, etc. Et j'avais trouvé cette idée géniale. Et j'ai commencé par des jeux de société, des wargames, de la gamme, pour les anciens, il y en a beaucoup qui ne connaissent plus, mais la gamme internationale type, des éditeurs italiens qui ont édité Zargos Lords, enfin des jeux de ce type-là. Et je trouvais ça génial. Et à la boutique, micro rayon de jeux dans une boutique de Metz, je suis tombé sur un joueur. C'est comme ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout ça. Et il dit, ah, moi j'ai trouvé Donjons et Dragons, puis lui il lisait l'anglais. Alors que moi j'étais une catastrophe en anglais. Il dit, mais viens jouer à la maison, j'ai un voisin, il joue aussi. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à jouer. Et j'ai trouvé une rareté qui aujourd'hui vaut c'est une mine d'or, la traduction pirate de Donjons et Dragons de chez Solar. Ouais. C'est vrai. Je l'avais en double. Alors celle-là, et j'ai donné les deux exemplaires au club quand j'ai quitté le club. Parce qu'elle est légendaire. Ah oui, elle est légendaire. Je l'avais en double parce que je me l'étais acheté et des copains en cadeau me l'avaient offert et je l'avais gardé. Alors c'est amusant parce que Gigax n'était pas rancunier, j'en parle dans une de mes vidéos parce que j'ai vu l'info. Donc ils ont fait un procès monstrueux à Solar pour qu'ils retirent immédiatement ça du marché. Oui, ce qui a été fait. Ce qui a été fait parce qu'en fait ils n'avaient pas compris qu'il y avait un copyright derrière. Ils se disaient c'est un truc qu'on fait comme un jeu de colonie de vacances, on va en éditer un nous aussi. Mais ils n'ont pas été rancuniers chez TSR parce que quand ils ont eu besoin de faire les quêtes, les quêtes les livres dont vous êtes le héros, ou je sais plus quoi. Les livres dont vous êtes le héros, TSR. Chez TSR, ouais. Ils vont aller revoir Solar en disant est-ce que ça vous intéresse? Et c'est donc eux qui ont édité les quêtes infinies. Oui. Non, mais je pense que Solar, parce que moi, j'avais la librairie, donc je connaissais un peu Solar, puisque je t'avais dit au début, le magasin, c'était moitié jeu, moitié bouquin. Et donc j'avais rencontré plusieurs fois le commercial de Solar, puis on avait sympathisé, etc. Et puis je lui avais montré. Il rigolait, des conneries qu'ils ont éditées là. Et moi, tu te dis, ah non, tu rigoles, c'est vachement bien. Mais jamais j'aurais pu imaginer que. Parce que là, on était au début de la. Et ben voilà, terminé pour cette première partie. Mais vous allez voir, il y a des belles choses dans la suite, puisque l'interview a duré près de 2 heures. Et ben écoutez, on verra ça un petit peu plus tard, le temps que vous ayez digéré cette première partie fort savoureuse, il me semble. À bientôt. Puis pendant que j'y suis, je vous mets quelques petites vidéos que j'ai déjà réalisées en lien. Je vous souhaite une bonne journée les amis.